16 décembre 1944, 05h30, forêt des Ardennes, près de Saint-Vith, Belgique. La neige tombe en flocons denses et collants, s'accrochant aux branches ployantes des sapins noirs comme une gangue glacée qui étouffe tout bruit, sauf le craquement lointain des obus qui labourent la terre gelée, envoyant des vibrations sourdes à travers le sol où gisent, recroquevillés dans leurs trous d'hommes creusés à la hâte, le sergent-chef Harlan Brooks et son équipe de 3 opérateurs radio du 128e bataillon de signaux, leurs corps tremblants sous les couvertures imprégnées d'humidité, l'air saturé d'une odeur âcre de cordite résiduelle et de transpiration rance, tandis que le froid mord leurs doigts engourdis posés sur les molettes gelées du récepteur SCR 284, un mastodonte de métal et de tubes qui vibre faiblement contre leurs cuisses, attendant le murmure des ondes ennemies qui pourraient tout changer dans cette nuit où l'hiver semble conspirer avec les Panzers pour engloutir la ligne alliée. Vous sentez le poids de cette attente comme une pierre sur la poitrine, chaque souffle formant un nuage blanc qui se dissout dans l'obscurité. Le cœur battant à coups irréguliers contre les côtes, car les rumeurs courent depuis des jours, une offensive massive des Allemands, des divisions blindées surgissant des brumes. Mais ici, au cœur de ce bois hanté, il n'y a que le silence oppressant, rompu soudain par un crachotement dans les écouteurs. Un signal burst, court et codé, émis depuis un poste allemand distant de quelques kilomètres seulement, les voix gutturales des opérateurs de la Wehrmacht filtrant à travers le brouillage statique. Feuerzauber 1-0, position Rotkäse, Vorbereitung Sturm 6-0. Des mots qui dansent comme des spectres dans l'éther, et Harlan, les yeux plissés dans la lueur verdâtre du tube cathodique, sait que c'est du code Funkmeister, un chiffrement bas niveau que Bletchley a craqué il y a des mois, mais que les équipes avancées, comme la sienne, doivent décoder sur le terrain, sous le feu, avec des tables de décryptage froissées dans une poche et un crayon qui glisse sur le papier mouillé. Le sergent-chef, un Texan de 32 ans, aux mains calleuses couturées de cicatrices d'Anzio, essuie la buée de ses lunettes d'un revers de manche, son souffle rauque emplissant le foxhole exigu où s'entassent les batteries de rechange, les antennes pliables dégoulinantes et le hémiocarbine chargé posé contre la paroi boueuse. Il murmure à voix basse « Bougez pas, les gars, c'est du lourd !» Tandis que le caporal Eddie Klein, un gamin de Brooklyn aux joues creusées par la dysenterie, ajuste la fréquence d'une main tremblante, sentant le métal glacé brûler sa peau comme de l'acide, le poids de l'ensemble, 25 kilos d'équipement, pressant contre ses genoux, et dehors, le vent hurle à travers les arbres, portant l'odeur lointaine de diesel brûlé, présage des Tigers qui rôdent dans la vallée. Les secondes s'étirent en une éternité gluante, chaque tic du quartz dans le récepteur résonnant comme un compte à rebours dans leur crâne, la peur rampant le long de l'échine comme un serpent froid. Et si c'était une fausse piste, un appât pour les faire repérer? Mais Harlan penche la tête, colle l'écouteur contre son oreille où la sueur perle malgré le gel et commence à griffonner frénétiquement sur son carnet, les chiffres et lettres se mélangeant en un balai mortel. Rotkäse désigne un carrefour stratégique à 3 ponts, Sturm 6-0, un assaut de la 116e Panzer à l'aube. Des cohortes précises pour un QG de bataillon qui, si bombardé, pourrait désorganiser toute la poussée. L'air dans le trou est irrespirable, chargé de l'haleine chaude des hommes et de la puanteur de pieds pourris dans des chaussettes trempées. Et soudain, un sifflement strident déchire la nuit. Un Nebelwerfer, les orgues de Staline, crachant leurs salves de roquettes qui explosent à 200 mètres, projetant des gerbes de terre gelée et d'éclats sur la toile de tente qui claque furieusement au-dessus d'eux. Le sol tremble, un choc sourd qui fait sauter les molettes, et Eddie hurle « Sarge, on est repéré !» Mais Harlan le plaque au fond,
son corps massif couvrant le gamin, sentant les vibrations des impacts pulsés à travers ses os, le cœur cognant comme un marteau-piqueur, la poussière et la neige s'infiltrant par les bords du foxhole, collant à leurs lèvres gercées, et dans ce chaos sensoriel, où le monde se réduit à un tunnel de bruit et de terreur, il continue à décoder, ligne par ligne, ignorant la balle perdue qui ricoche sur un arbre proche, avec un zinc métallique qui vous glace le sang. Vous êtes Harlan maintenant. Les doigts gourds traçant les substitutions. A pour Z, 4 pour Q. Sous la lueur d'une lampe torche voilée, chaque seconde une lutte contre l'épuisement qui alourdit les paupières comme du plomb fondu. La peur viscérale que ce message soit le dernier ordre avant l'anéantissement, car au-delà du bois, la 106e Infanterie Division était tirée mince comme un fil. C'est M1 Garand et bazookas inutiles sans avertissement précis. Le troisième homme, le PFC Leroy Jackson, un noir du Mississippi promu opérateur pour ses oreilles absolues, murmure une prière étouffée « Seigneur, protège-nous de ces diables Bosch », tout en relayant la fréquence sur le talkie-walkie BC611, sa voix chevrotante couverte par le hurlement des roquettes qui labourent le sol, envoyant des ondes de choc qui secouent les tripes, font remonter la bile acide dans la gorge. L'explosion la plus proche est à 50 mètres. Une gerbe de feu orange illumine les troncs noircis. L'onde de surpression aplatissant les fougères sous une pluie de shrapnel qui teinte comme de la grêle sur le métal du radio, et Harlan sent le chaud filet de sang couler de son front où un éclat a griffé la peau. Mais il ne s'arrête pas, achève la décryptage. 116e Panzer, QG à coordonnées, 50-12-45N, 05-58-22 Eum, lancement assaut 06 Heures, avec 50 Tigers, des mots qui pèsent comme une sentence. Car si relayé à la 9e Armée Air Force, il pourrait appeler les P-47 Thunderbolts pour un carpet bombing qui briserait l'élan allemand, avant qu'il ne fracasse la ligne à Saint-Vite. Le vent charrie maintenant l'odeur âcre de caoutchouc brûlé et de chair carbonisée d'un arbre touché, mélangeant à la cordite une puanteur qui colle à la langue, et Eddie vomit dans un coin du trou, son corps secoué de spasmes, mais Harlan arrache le micro, hurle dans le grésillement. « Greyhound Base, ici Foxhole Echo, flash trafic, Panzer 116 QG pinpointé, Coors 50-12-45N, 05-58-22, Sturm imminent, 0600. Repeat, Priority Alpha. » Sa voix rauque se brisant sur les mots, ignorant les interférences et le doute qui ronge. Et si le relais échoue dans ce brouillard radio? Dehors, les moteurs diesel grondent au loin, un ronflement guttural qui vibre à travers la terre, faisant frémir les antennes, et le premier rayon pâle de l'aube grise perce les nuages bas, illuminant les silhouettes fantomatiques des sapins tordus par les explosions, tandis que les obus continuent de pleuvoir. Chaque impact, un coup de massue sur le crâne, étirant le temps en une agonie où chaque battement de cils semble irréversible. Leroy ajuste l'antenne directionnelle, ses doigts noirs noircis par la suie glissant sur les contacts oxydés, sentant le froid s'infiltrer jusqu'à la moelle, une douleur lancinante qui engourdit les muscles, et il capte la réponse « Foxhole Echo », reçu 5 sur 5, Scrambling Typhoons de la RAF, tenez position, over. Des mots qui allument une étincelle d'espoir dans leurs yeux caves. Mais la réalité frappe vite. Un cri humain déchire l'air. Un GI d'une unité voisine, fauché par une MG42. Le staccato infernal de la mitrailleuse allemande fauchant les branches basses, les balles traçantes, zébrant la neige en lignes rougeoyantes qui sifflent à quelques mètres du foxhole. Harlan plonge, tire Eddie avec lui, le radio basculant sur le côté avec un craquement sinistre, mais il le redresse, le cœur suspendu, et dehors, le chaos s'amplifie. Des silhouettes sombres émergent du brouillard, des grenadiers en capote blanche rampant dans la neige, leur MP40 crachotant, l'air empli du zing-zing des balles et des ordres gutturaux. Vorwärts, los, tandis que le sergent-chef attrape son Thompson SMG, le chargeur de 45 ACP
glissant dans sa main moite, et ouvre le feu par-dessus le bord. Le recul brutal cognant son épaule, l'odeur piquante de poudre noire remplissant le trou comme un nuage toxique. Vous sentez chaque détente pressée comme un destin scellé. Le temps ralentissant, alors que la première rafale hache un boche à 10 mètres, son corps s'affaissant dans la neige avec un bruit sourd, un geyser écarlate tachant le blanc immaculé, mais d'autres arrivent, invisibles dans le rideau de fumée et de flocons, leurs grenades à manches sifflant avant d'exploser à proximité, projetant des éclats qui criblent la paroi du foxhole. Un morceau labourant la cuisse de le roi qui hurle, le sang chaud giclant sur le sol gelé, se figeant instantanément en croûte noire. Eddie, les yeux exorbités de terreur pure, adrénaline pulsant dans ses veines comme du feu liquide, balance une grenade Mills par-dessus le bord, le souffle de l'explosion renvoyant une vague de terre et de membres arrachés, l'odeur métallique du sang se mêlant à celle de la terre retournée, et Harlan hurle dans le radio malgré le vacarme. « Contacts ennemis sur position. QG coords confirmés. Typhoon UTA ?» Voilà, la voix du dispatcher craquelante. 12 minutes. Évacuer si possible. Mais il n'y a nulle part où aller. Le bois est un piège de feu et de fer. Les panzers grondant plus près. Leurs chenilles broyant les souches avec un craquement d'os brisé. Le diesel fumant, envahissant tout. Les minutes suivantes sont un cauchemar étiré. Chaque seconde, une éternité de sueur froide et de décisions irréversibles. Harlan bande la plaie de Leroy avec un garrot improvisé, sentant le pouls affaibli sous ses doigts poisseux, le morphine sirette piquant la cuisse du blessé, qui gémit doucement. « Ça brûle, Sarge, comme l'enfer du Mississippi !» Tandis qu'Eddie arrose le flanc droit d'une rafale de Thompson, les douilles éjectées fumantes, rebondissant dans le trou, chaudes contre la peau, et un Panzerquat surgit à travers les arbres à 100 mètres, sa tourelle pivotant lentement, le canon de 60 km crachant une ogive qui pulvérise un bunker voisin dans une boule de feu hurlante, l'onde de chaleur carbonisant les feuilles proches, projetant des braises sur leur casque. Le sergent-chef attrape le bazooka M1A1 du stock d'urgence, 3 kilos de tubes d'acier froid dans ses bras tremblants, charge le Rocket M6A3 d'une main, l'odeur de nitrate imprégnant ses narines, et vise, le monde se rétrécissant à la mire tremblante, le Panzer avançant inexorablement, chenille, laissant des sillons noirs dans la neige piétinée, mitrailleuse coaxiale, MG-34, pétillant comme un essaim enragé. Il presse la détente, le whoosh du roquette filant dans un trait de feu, impactant la chenille avant dans une explosion orange qui arrache la roue de route. Le tank s'immobilisant en dérapant, équipage jaillissant en flammes, leurs cris noyés par le rugissement du moteur crevé, odeur de chair grillée et de caoutchouc fondu saturant l'air comme un poison. Mais d'autres arrivent, le grondement se multipliant, et dans le ciel, enfin, le vrombissement lointain des Hawker Typhoons, moteur Merlin hurlant à travers les nuages bas, descendant en piqué avec leurs roquettes RP3, le sol tremblant sous les premières détonations qui déchiquettent le QG allemand pinpointé. Colonnes de feu et de fumée noire s'élevant comme des géants vengeurs, les panzers explosant les uns après les autres, en fontaines d'acier en fusion, éclats projetés à des centaines de mètres, fauchant les grenadiers en retraite dans un carnage de membres disloqués et de hurlements gutturaux, avalés par les détonations assourdissantes. Vous sentez le sol se soulever à chaque frappe, les ondes de choc pressant les tympans comme des poings invisibles, la neige fondant en boue sanglante sous la chaleur infernale, et Harlan s'effondre contre la paroi, épuisé, le corps un amas de muscles en feu, tandis que le dernier typhoon repasse en rase-motte, mitrailleuse Brownings hachant les survivants, avant de filer vers l'est dans un sillage de condensation. Le silence qui suit est plus terrifiant encore, un vide absolu où résonnent seulement les gémissements de Leroy,
le crépitement des incendies lointains et le goutte-à-goutte du sang sur la terre. Eddie pleure sans bruit, visage barbouillé de suie et de larmes, tenant le radio intact comme un talisman. Et Harlan, le regard fixe sur le ciel qui s'éclaircit lentement, sans le poids écrasant de la survie, 3 hommes rescapés dans un charnier de métal tordu et de corps figés, l'air chargé d'une odeur composite de victoire amère. Poudre brûlée, essence enflammée, viscères exposés au gel. Les heures s'étirent dans cette immobilité lourde, le froid reprenant possession, engourdissant les membres, tandis que des jeeps de reconnaissance alliés percent enfin le bois, phares balayant les décombres, voix familières criant « Anybody alive ?» et Harlan lève une main faible, murmurant « On a tenu, les gars, on a tenu ?» Mais au fond de lui, la peur persiste, un écho tenace du bourdonnement des ondes qui a failli les tuer. Et dans l'après-midi gris, alors que les brancardiers emportent le Roy vers un hôpital de campagne, le sergent-chef contemple les carcasses fumantes des Panzers, sentant pour la première fois le tremblement moral qui suit le carnage. Combien de vies sauvées par ce décryptage? Combien de familles intactes grâce à ces ondes secrètes sorties de l'enfer ardennais? Le poids invisible des technologies alliées, ces tubes et antennes qui ont plié le destin, pesant plus lourd que n'importe quel canon, dans le silence hanté où chaque flocon de neige semble murmurer les noms des disparus. Le front se stabilise ici, à Saint-Vite, la 116e Panzer saignée à blanc avant même l'assaut principal. Mais pour Harlan et ses hommes, le combat des ondes ne s'arrête pas. Le soir venu, dans un baraquement brinque-ballant près de la ligne de front, il répare le SCR 284 sous la lueur d'une lampe à huile, doigts encore gourds, traçant de nouveaux codes sur des carnets tachés, écoutant le crépitement incessant des transmissions ennemies, sachant que l'hiver des Ardennes n'est qu'un chapitre dans la guerre des communications secrètes, où chaque fréquence volée est une lame dans le cœur du Reich, et la fatigue morale s'installe comme une ombre, mélange de triomphe creux et de culpabilité pour les morts qu'ils ont causés de loin, les nuits hantées par les cris fantômes et le zinc éternel des balles traçantes. Des jours plus tard, le 23 décembre, alors que la neige redouble et que les Tigers ressurgissent ailleurs vers Bastogne, une autre burst émerge des haut-parleurs. Un ordre pour la 2e Panzer Division et le cycle recommence, épuisement chevillé à l'âme, peur éternelle dans les os, car dans cette guerre invisible des ondes, chaque décryptage est une roulette russe sous le feu, un pari où la victoire sent toujours le sang et la cordite. Vous sentez encore, dans le creux de la nuit, le poids de ces machines alliées, le déchiffreur Typex portable, les tables de Bletchley acheminées par avion, qui ont donné l'avantage décisif, transformant le chaos radio en arme fatale, mais au prix d'une humanité usée jusqu'à la moelle, où le silence après la bataille n'apporte ni paix ni oubli, seulement l'attente du prochain murmure fatal dans les terres gelées. Et ainsi, sur le front européen, la guerre des communications secrètes se poursuit, invisible et impitoyable, un lamp brasier où chaque opérateur comme Harlan porte le monde sur ses épaules tremblantes jusqu'au dernier décryptage qui fera basculer l'histoire. Mais, au-delà des Ardennes gelées, où Harlan et ses ombres spectrales veillent sur les fréquences agonisantes, la toile invisible s'étend jusqu'aux cieux normands rasés et aux bunkers de l'Atlantique, où d'autres fantômes des ondes, des filles de Bletchley Park aux yeux caves, doigts noircis par l'encre des polyalphabétiques, perçant les voiles d'Enigma comme des lames de rasoir dans la chair du Führer. Imaginez-les, dans les hangars camouflés de Bletchley, sous les bombardements lointains, alignant bombes perforantes et cribs ingénieux, décodant les ordres pour les U-Boats qui sombrent un à un dans l'Atlantique Nord, leurs coques éventrées crachant des bulles d'opérateurs allemands hurlants, noyés dans le sel et les secrets trahis. Pour eux, chaque Heil intercepté est une victoire pyrrhique, un fil tendu entre l'euphorie du renseignement pur et l'horreur des convois alliés sauvés
ou perdus, où les chiffres froids des morts civiles dans les cales des Liberty Ships pèsent plus lourd que les médailles de la Croix de guerre. Janvier 1945, le front de l'Est gronde comme un orage titanesque, et à Yalta, les murmures diplomatiques se mêlent aux bursts codés des Soviétiques, alliés de circonstances dont les énigmas volés alimentent les bombes britanniques. Harlan, rapatrié à Londres pour un repos forcé, hante les couloirs enfumés du quartier général de Chaef, où Eisenhower, silhouette massive sous les cartes piquetées, écoute les rapports murmurés. La 5e SS Panzer vers les salients de Budapest, Air Général, neutralisé avant l'aube grâce à un Wild Bill trafic intercepté. Mais dans les nuits londoniennes trouées de V2, Harlan rêve en morse, dot dash dot, les cris des crews de Lancaster pulvérisés par les radars Würzburg décryptés trop tard. Et la culpabilité s'épaissit comme le brouillard du Thames, un poison lent qui ronge l'âme des codebreakers. Ces prêtres laïcs d'une guerre sans balles, où chaque fréquence brisée est un sacrement sanglant. Puis vient le printemps traître, avec ses cerisiers allemands en fleurs masquant les ruines de la Ruhr, et l'offensive finale sur Berlin. Les bursts de la Kriegsmarine s'éteignent un à un, remplacés par les pleurs radio des divisions encerclées. Goebbels hurlant des ordres fantômes dans le vide éthéré. Harlan, de retour au front, capte le dernier soupir de Dönitz. Capitulation inconditionnelle. Mais le silence qui suit n'est pas triomphe. C'est un vide hurlant, peuplé des millions de voix éteintes, alliés comme ennemis, dont les ondes ont porté les derniers râles. Dans les décombres de Reims, sous la plume d'Eisenhower signant la paix, Harlan range son SCR 538, doigt tremblant sur le dernier carnet, et contemple l'horizon où les terres, enfin muets, semblent accusées, car la guerre des communications secrètes n'a pas fini de hanter les survivants. Un écho éternel dans les transistors de la paix froide à venir, où les codes renaissent sous d'autres drapeaux, et les Harlan du monde entier portent encore, incognito, le poids invisible de l'histoire basculée. Brauf, acte 3. L'éther froid. Les années d'après-guerre s'étirent comme un fil barbelé rouillé, de Nuremberg à Potsdam, où les tribunaux des vainqueurs dissèquent les ondes mortes des criminels. Himmler s'est déjà noyé dans sa cyanide, mais ses fréquences fantômes, ces S-Schreiber codés qui guidaient les Me-262 vers les flottes alliées, hantent encore les enregistrements microfilmés de Bletchley, expédiés incognito vers les sous-sols du Pentagone. Harlan, réaffecté à un bureau anonyme du GCHQ à Cheltenham, sous le nom de code Spectre, trie les premiers murmures du NKVD. Des bursts en one-time pad, volés aux valises diplomatiques de Molotov, qui tracent les lignes rouges de la curtain de fer naissante. Londres, grise sous la pluie atlantique, sans l'odeur de cendres froides. Les rations cardes jaunissent, mais les tubes avides des Colossus bourdonnent à nouveau, apprivoisant les quatrains russes, ces machines jumeaux des Enigma, forgées dans les usines d'Oural pour armer Staline d'un silence invincible. C'est à Berlin-Est, en 1948, que le pont aérien de Clay provoque la première étincelle. Harlan, infiltré dans une équipe de réparateurs civils, capte les ordres codés du blocus. Sperrung total, priorité Berliner Sektor, et ses doigts, calleux sur le clavier du Tipex, perçant le voile pour Clay. Cargo incoming, vecteur 270, escorte MiG libre. Les C-47 pleuvent comme une manne biblique, mais dans les nuits du Tiergarten en ruine, Harlan entend les échos. Les voix des pilotes allemands d'autrefois, pulvérisées par ses propres décryptages, se mêlant au grognement des Yak-9 soviétiques qui rôdent l'ombre. La culpabilité, ce vieux compagnon, mute en paranoïa. Il rêve en binaire naissant, ses premiers ordinateurs de Manchester clignotant comme des yeux accusateurs. Z106, Neilage, 01, Wolila 01, 01011.
0 on ouvido on 0 0 on udi one unan 0 0 uniju udiru unam honte. Puis, Berlin, 1961, le mur se dresse. Béton armé de barbelés électrifiés et Arlan, vieilli prématurément sous perruque et faux passeport, opère depuis un grenier de Wedding son SCR 538 modernisé en R1155B branché sur les fuites du Stasi. Les chiffres de la crise des missiles cubains filtrent par les ondes HF. Khrouchtchev beugle Raketenkrise. Ces codes granit interceptés par les antennes de Cheltenham relayées à l'anglais. Arlan, ombre grise au milieu des lampes à néon, traduit le télégramme fatal. Haute porit, haute vetni oudar. Et Kennedy hésite au bord du gouffre, tandis que les sous-marins du Nord percent l'Atlantique de leurs ELF silencieux. Mais le silence retombe. Trompeur. Dans le bunker de Cheyenne Mountain, les premiers satellites SIGINT orbitent, captant les lasers modulés des ICBM. Et Arlan, promu consultant spécial pour le MI6, sait que l'éther n'est plus un champ de bataille, mais un océan cosmique où nagent les ombres de l'URSS, de la Chine et bientôt des Arabes. À Prague, 1968, le printemps est écrasé sous les chenilles des T-55. Arlan, en mission solo, décode les ordres de Brejnev depuis un grenier près de la Vltava. Normalizatia, Ploshchadka, Václavác. Et les chars roulent, écrasant les ondes FM des radios libres. Revenu à Londres, il range ses carnets dans une valise cadenassée, doigts arthritiques sur le dernier burst. Un SOS d'un agent double hongrois, noyé dans le Danube. L'éther, ce traître éternel, passe au numérique. Les satellites KH-11 photographient les silos, les fibres optiques noient les écoutes, et Arlan s'efface, spectre parmi les jeunes geeks de GCHQ qui tapent sur des PDP-11 sans connaître le morse du sang. Fin du millénaire, 1989, le mur tombe à nouveau en confetti de pixels CNN et les bursts du KGB s'éteignent en pleurs de velours. Arlan, grabataire dans une clinique de la Tamise, écoute la BBC sur un transistor rouillé. Gorbatchev capitule, mais dans son dernier souffle radio, il entend l'écho « dot ». Les voix de 1945 revenant, alliés, ennemis, soviétiques, dans un cœur spectral. Il ferme les yeux, et l'éther, infini, l'engloutit, car les code breakers ne meurent pas. Il se réincarne dans les algorithmes de la NSA, les drones de la CIA, les cyberguerres de demain, porteurs invisibles du poids éternel, où chaque octet brisé est un nouveau sacrement sanglant. Et l'histoire, basculée une fois, tangue encore sur les fréquences du chaos à venir. Fin de l'acte 3. Rideau sur l'éther.